Donc, premièrement, vous avez entendu dans l'introduction, on parle de PMA, on parle d'AMP, pourquoi? Or, dans la loi, c'est seulement assistance médicale à la procréation. Et là, je crois qu'il y a vraiment le poids des mots. C'est l'assistance, vous voyez, c'est ce qui est écrit dans la loi. Et les journalistes ont très rapidement transformé en PMA, procréation médicalement assistée, et vous voyez bien que ça n'a pas du tout la même connotation. Alors c'est quoi l'AMP en France? Je dis en France parce que tout le monde n'a pas toujours, dans le monde entier, la même définition. Chez nous, ce sont en clair la fécondation in vitro, la micro-injection, l'insémination et le transfert d'embryons congelés. Alors, c'est quoi ces fameuses indications sociétales de l'AMP? Eh bien, le Comité consultatif national d'éthique, j'en étais membre entre 2009 et 2013, a assez bien écrit les choses et je trouve qu'il faut garder leur définition. Même si les mots nous semblent un peu bizarres, l'AMP recouvre un ensemble de techniques, est-il écrit, réalisées, conçues par le corps médical, organisées par le législateur pour répondre à une infertilité d'origine médicale. Et tout ce qui n'est pas médical, ce sont les demandes sociétales d'accès à l'AMP qui reposent sur le fait qu'on peut utiliser ces techniques pour autre chose que le traitement d'une infertilité médicale. Donc en gros, c'est toujours l'AMP pour les femmes homosexuelles et seules, ce dont on parle tellement, la gestation pour autrui et l'autoconservation ovocytaire. Alors, ce que je voulais vous dire, si ça veut bien, c'est que l'opinion publique a beaucoup évolué. Dans ce sondage qui était réalisé pour la Croix par l'IFOP, c'était pour le Forum européen de bioéthique qui a eu lieu en février 2018, vous voyez très bien ici que, par exemple, si on regarde le recours à l'AMP pour les femmes homosexuelles, qu'en est-il? Eh bien, en 90, il y avait que 24% de l'opinion publique qui était favorable, alors qu'en décembre 2017, c'est 60%. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Le sondage de l'IFOP pour la Croix, il était très très bien fait. L'analyse détaillée, ce sont les jeunes plus que les vieux, les habitants des villes plus que ceux des campagnes, les laïcs plus que les religieux. Ben, tout ça, c'est la société, effectivement. Quant à la GPA, 64% des Français y sont désormais favorables, dont 18% pour tous et 46% seulement si c'est une indication médicale. Alors les professionnels aussi, nous avons évolué. Regardez le Collège national des gynéco-obstétriciens, auquel j'appartiens, dont je suis un des membres du bureau. Qu'est-ce qu'on a dit dans le sondage de l'an dernier? Que presque 80% d'entre nous, on est favorable à la préservation pour âge, que presque 60% à l'autorisation de la GPA, mais d'indication médicale. J'y reviendrai dans un instant. Et puis, vous voyez qu'il y a une petite différence, c'est vrai. On est favorable pour les femmes homosexuelles, favorable mais un peu moins pour les femmes seules, parce que c'est quand même mieux d'être deux pour élever un enfant. Quant à notre fameux Conseil national de l'ordre, on va essayer d'y arriver. Le Conseil national de l'ordre des médecins, vous savez qu'il est souvent, si on ne dit pas rétrograde, en tout cas réservé. Or là, il a illustré en répondant, c'est la phrase qui est marquée en bas, qu'il est clair que l'extension de la PMA, et regardez comme c'est amusant, le Conseil national de l'ordre des médecins parle d'AMP dans la vie en haut, et ensuite il fait, comme vous tous, il parle de PMA en bas. C'est assez joli, on a du mal, mais c'est un symbole, assistance médicale ou procréation médicalement assistée. En tout cas, le Conseil de l'ordre était favorable. Alors, il y a 3 sujets pour qu'on sache de quoi on va parler, ce qui sera plus simple, dont je voulais vous détailler. 1, l'autoconservation ovocytaire. Alors, c'est le grand oublié des débats. C'est quoi? C'est que lorsque les femmes, à 35 ans, n'ont pas rencontré l'homme de leur vie ou celui avec qui elles faire un enfant, elles sont un peu désespérées. Que peuvent-elles faire? Eh bien, dans les pays autour de nous, elles peuvent congeler leurs ovocytes, les conserver, et quand, à la quarantaine, elles vont vouloir un enfant, utiliser ces ovocytes conservés. Sauf qu'en France, ce n'est pas possible. Cette autoconservation, ça fait partie pour moi de mes débats et de mes combats, on va dire, mais ça a été un des grands oubliés de la révision de la loi de bioéthique. Par exemple, le CCNE a bien dit que la question de l'autoconservation, en fait, il n'y a que les médecins qui en parlent. Les femmes ne savent pas qu'elles sont concernées, il n'y a pas de lobby comme c'est le cas pour la GPA ou pour les femmes homosexuelles. Et donc, il y a un consensus parmi nous, les médecins, pour dire qu'il faut le faire, qu'il faut l'autoriser en France, et il n'y a pas de lobby. Alors, il y a un point très important, c'est qu'on a voulu faire croire au public et à vous tous que qui veut préserver ces ovocytes, ce sont les femmes qui veulent faire carrière, qui veulent attendre, qui veulent repousser leur maternité. Ben, c'est pas ça du tout. Toutes les enquêtes le montrent, toutes les femmes qu'on voit, nous, tous les jours, dans la vraie vie, toutes celles qui viennent nous voir, c'est parce qu'elles n'ont pas rencontré l'homme avec qui faire un enfant. C'est parce qu'elles sont toutes seules. C'est pas du tout parce qu'elles veulent faire carrière. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le dire. C'est parce qu'il y a un manque de l'homme avec qui le faire ou parce qu'elles ne l'ont pas rencontré. Et là, il y a vraiment un certain nombre d'arguments pour
qu'on y reviendra dans la soirée, le recul de l'âge du désir d'enfant, l'allongement de la durée de la vie, le fait que la vitrification, c'est possible de congeler ses ovocytes en France. Et à ces femmes, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous avez 40 ans, vos ovocytes sont trop vieux, ayez recours au don d'ovocytes. Et on ne peut pas dire à tout le monde, oui, on peut faire ses enfants tôt, c'est pas vrai. S'il n'y a pas le monsieur avec qui le faire, le plus souvent, c'est quand même assez compliqué. Alors, il y a des arguments contre que je ne nie pas et on pourra y revenir dans la discussion. On va médicaliser la procréation. Entre nous soit dit, c'est déjà fait. On lutte contre la nature. Oui, mais si on est médecin, c'est pour lutter contre la nature. La nature, c'est la maladie, la mort et la souffrance. Donc, je caricature, rassurez-vous. Mais je veux dire par là que la médecine, elle est destinée quand même souvent à lutter contre la nature. Il y a des arguments contre. On risque d'encourager les grossesses tardives. C'est vrai, mais il y a beaucoup plus d'arguments favorables. Et finalement, c'est ce qu'a conclu le comité consultatif national d'éthique lui-même tout récemment. C'est ce qu'a conclu l'Académie de médecine. C'est ce qu'a conclu le Collège national des gynéco-obstétriciens français, où nous sommes tous favorables à cette autoconservation. L'autre point dont on discute beaucoup, dont on discute même en priorité, puisque pour vous dire la vérité, chaque fois qu'un journaliste m'interroge, je tente de parler d'autoconservation et au bout de 2 minutes, la conversation est déviée sur les femmes homosexuelles et les femmes seules. Alors, on va en parler, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a des arguments pour, que quand on analyse bien les études, la majorité des études montrent que le devenir des enfants est favorable. Il y a la liberté des individus, l'autonomie. Il y a le méfait de l'interdiction absolue. Vous savez, toutes les femmes, elles prennent le train, le Thalys, on parle de bébé Thalys pour aller à Bruxelles. Il y a le fait que tout autour de nous se soit autorisé. Et ses conséquences, il y a l'injustice. Actuellement, celles qui peuvent payer, elles le font. Celles qui ne peuvent pas payer, elles ne le font pas. Est-ce que c'est exactement ça ce qu'on voulait? Je ne suis pas sûre. Et puis, il y a l'inégalité physiologique homme-femme. Bien sûr que nous sommes égaux, mais différents. Jusqu'à présent, les hommes n'ont toujours pas d'utérus. Donc, les femmes ont des utérus, les femmes peuvent être enceintes, les hommes ne peuvent pas. Vous pouvez être père, mais vous ne pouvez pas avoir un utérus. Donc, on a le droit de différencier. Égaux, mais différents veut dire on peut autoriser les dames homosexuelles. Ça ne veut pas dire qu'on autorisera immédiatement la GPA pour les hommes. Et ça, c'est important. Alors, bien sûr, il y a des réponses contre l'inégalité sociale. C'est une infertilité qui n'est pas médicale. Il y a les éventuels effets délétères de l'absence de père. Il y a les problèmes de filiation. Il y a les problèmes financiers. Il y a le manque de donneurs de sperme. C'est vrai. Et sur cela, il faut réfléchir. Mais ça a été fait par le Collège national des gynéco-obstétriciens, par le comité d'éthique, par l'Académie de médecine. Et vous avez eu l'avis tout récent du comité d'éthique qui est favorable. Un dernier point de définition qui me tient aussi à cœur, c'est la gestation pour autrui. Tout de suite, on emploie les grands mots quand on parle de gestation pour autrui, marchandisation du corps humain. Oui, mais il faut revenir un peu aux définitions. Il y a 2 grands types de gestation pour autrui. Celle où il y a un couple qui a des ovocytes, madame a des ovocytes, monsieur a un sperme, madame est née sans utérus. Ils ont tout pour avoir un enfant. Ils peuvent avoir un embryon, il manque l'utérus pour porter cet enfant. C'est la maladie, le syndrome de Rokitansky-Kuster. Il y a des femmes qui perdent leur utérus parce qu'elles se mettent à saigner, parce qu'elles ont un cancer. Et là, il y a quelqu'un, une autre femme qui peut porter l'enfant et qui peut leur rendre ce service. Ça, c'est la véritable gestation pour autrui. C'est celle pour laquelle une majorité de médecins, nous sommes effectivement favorables. C'est une GPA médicale. Alors, l'ovocyte peut venir d'un don d'ovocyte. Et puis, il y a très différent. La femme qui va prêter son utérus, le louer peut-être, et donner son ovocyte. Et là, c'est son enfant qu'elle porte et qu'elle donne. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Et il y a des vraies indications médicales à la gestation pour autrui. Je vous l'ai dit. L'indication médicale, c'est la femme qui est née sans utérus. Celle qui a eu une hystérectomie, elles sont rares, mais elles existent. Et nous sommes nombreux à vouloir que dans ces cas-là, on puisse le faire. Or, en fait, un dialogue de sources est installé. Et souvent, on dit GPA, c'est la dame indienne. C'est tout ce qu'on a montré nos amis journalistes, qui portent des enfants et qui est enfermée dans un camp quasiment, même si c'est un hôtel de luxe, où on va lui faire porter un enfant qu'elle va donner. C'est pas ça la GPA qu'on défend. La GPA médicale, c'est la femme qui, et comme beaucoup de gens, je l'aurais fait pour ma sœur, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'auraient fait. Si on a une sœur qui est née sans utérus, le couple a tout pour avoir un enfant, sauf l'utérus. L'ovocyte, le sperme et l'embryon. La GPA médicale, vraiment, ça a un sens. Alors malheureusement, la GPA, je suis même pas sûre qu'on ça vaille encore la peine d'en parler, parce que le Conseil d'État a répondu non et que le CCNE a rendu encore un avis défavorable. Et tout ça alors qu'honnêtement, quand j'étais au CCNE, il y avait une partie qui s'était exprimée pour dire il y a des indications médicales.
Alors voilà, je termine puisqu'on m'a demandé de faire court, mais je pourrais répondre à toutes les autres questions. Il faut que vous soyez conscient que l'AMP dite sociétale, c'est-à-dire faire une assistance médicale à la procréation pour des gens qui ne sont pas infertiles, mais on le fait tous les jours. On le fait tous les jours parce que quand une femme de 40 ans vient nous voir et n'arrive pas à avoir un enfant, la seule motif d'infertilité, c'est qu'elle a attendu, on l'a fait attendre, elle n'a pas rencontré l'homme de sa vie, le prince charmant, ce qui vous voulez, attend. Donc on va lui faire une assistance médicale à la procréation. Le deuxièmement, c'est qu'il ne faut pas qu'on continue à penser que la médecine se limite uniquement à des pathologies. La chirurgie esthétique existe, ce n'est pas une pathologie d'avoir des gros seins ou d'avoir des petits seins. N'empêche que ça empêche de vivre de façon heureuse. Eh bien oui, la chirurgie esthétique, elle existe. Elle est payante pour beaucoup de choses si ce n'est pas reconnu comme un vrai handicap, mais elle existe. Et puis, nous sommes à l'ère d'Internet. La frontière n'existe plus, vous le savez. La seule frontière qui existe encore, c'est l'argent. Alors, est-ce que c'est juste que les femmes qui le peuvent aillent faire avec le bébé Thalys une prise en charge si elles sont homosexuelles? Est-ce que c'est juste que les femmes qui le peuvent aillent en Espagne pour faire une autoconservation? Est-ce que c'est ça la société qu'on veut? Je ne suis pas sûre du tout, en tout cas pas moi, ça c'est clair. Enfin, il faut être honnête, autoriser les AMP non médicales, ça réduirait les inégalités sans ruiner la sécurité sociale. Nous ne représentons qu'une infime partie des dépenses de l'assurance maladie. Alors, bien sûr, le comité d'éthique vient de rendre un avis favorable à l'élargissement de façon générale. Mais je vous rappelle que c'est un comité consultatif. On oublie toujours que CCNE, c'est Comité consultatif national d'éthique. Et à ce jour, je reconnais que pour ma part, j'ignore absolument ce que va décider le législateur. Et je vous remercie de m'avoir permis ces quelques mots d'introduction.